Yes, sir! Salut tout le monde! Content de vous retrouver en cette nouvelle année, début 2025. Écoutez, aujourd'hui, on a une vidéo assez chargée. J'ai une vidéo assez chargée à vous présenter. Probablement, je suis très content de vous retrouver. Écoutez, comme vous savez, là, depuis fin novembre, j'ai été beaucoup moins présent. J'ai été quand même relativement actif dans le Discord, mais tout ce qui est un peu plus externe, réseaux sociaux, YouTube, Weekly Prep, Recap, etc., ça l'a pris un peu moins de place. Je suis de retour full-time depuis lundi cette semaine, donc tranquillement, pas vite, on va recommencer à trouver cette routine-là, prendre le temps évidemment de continuer à vous partager là, des vidéos et des analyses sur une base régulière. Le début du bootcamp également, qui va commencer le 20 janvier. Donc, ça va être un autre aspect qui va prendre un peu plus de mon temps. Donc, comme je mentionnais, là, je vais continuer à faire les weekly prep, assurément, mais pour les market reviews de tous les mercredis, ça risque d'être quelque chose qui est un petit peu moins régulier. Mais somme toute, on va quand même trouver du temps pour YouTube, que j'aime bien là, toujours faire des lives là-dessus. Et un petit live de temps en temps pour des trades et sinon ben, des analyses comme on faisait déjà. Aujourd'hui, je peux pas vous dire ça va durer combien de temps. Écoutez, vous le savez, je suis pas très bon avec ça. Anyway, même si je vous dis que ça sera pas long, je vais me rendre compte qu'on est rendu à 35 minutes, puis j'avais dit que c'était 15, donc j'ai toujours l'air un peu con parce que je l'édite pas et je suis pas fiable d'un point de vue durée. Le plus important au final, c'est quand même la pertinence. Et aujourd'hui, je vais essayer de rester pertinent comme à l'habitude. Euh, je veux qu'on revienne un peu sur l'année 2024. Écoutez, on fera pas un bye-bye non plus, là. Mais je veux qu'on prenne le temps de revenir sur les call-outs que j'avais fait en fin d'année particulièrement. Un petit recap de l'année rapidement sur le SP500, sur le Nasdaq. Par la suite, je veux qu'on plonge sur quelques titres également que je vous avais parlé vers la fin de l'année, des targets de fin d'année qui ont été frappés, d'autres que non. Évidemment, ça fait partie du trading, on n'a pas juste des bons coups. Par la suite, je veux qu'on tourne le coin vers 2025, qu'est-ce qui nous attend sur cette année-là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre des marchés? Évidemment, le but, c'est pas de savoir où ce qu'on va fermer en fin 2025, mais je veux vous donner un peu mon outlook sur l'économie, tout ce qui s'en vient, puis vous parler un petit peu de court terme, mais aussi plus moyen, long terme. Vous savez que mon moyen et long terme est très court, mais on va discuter de tout ça au cours des prochaines minutes. Reste à voir, ça va être combien de temps. Premièrement, si on fait un petit recap sur 2024, écoutez, honnêtement, on n'a pas manqué beaucoup de dimanches, là, fin d'année un petit peu, durant les vacances d'été, mais à toutes les semaines, on était là, puis toutes les semaines, c'était pas mal la même chose qui se disait. C'est-à-dire que ça va être une année qui était initialement, je vous mentionnais, soyez très prudents sur le premier quart de l'année, si on trace un rectangle ici, là, qui est ici comme décembre, janvier. Je mentionnais, on va être très prudent parce que si on avait eu à avoir un. Tu sais, on se rappelle là, du méga blow-off qu'on avait eu sur la fin de l'année 2023, début 2024 a continué. Je mentionnais être prudent, que si on avait à tourner le coin puis voir de quoi de plus sérieux sur le downside, c'était de janvier à mars à chaque OPEX. À chaque post-OPEX, on avait une fenêtre de faiblesse que je mentionnais qui s'ouvrait. Et qu'est-ce qu'on avait? C'était un gros downside. Une journée suivante, boom, on pétait back up ce down move-là. Donc, c'était un premier quart très difficile à trader, malgré qu'on avait eu comme un mouvement comme d'une dizaine de pourcents. Regardez, une down candle, le lendemain, tu es déjà back over, down candle, back over, down candle, back over. Donc, relativement compliqué de trader ça. Par la suite, je mentionnais, si on n'est pas capable de voir la faiblesse se pointer avant mars, l'année électorale américaine, parce que ça a été le main driver cette année, si on n'était pas capable d'avoir de la faiblesse en Q1 l'année passée, on tombait dans l'historique de l'élection américaine US, qui est historiquement les meilleures années ever sur les marchés financiers. Et au final, c'est ça qui a été le cas. Vous avez vu, on a eu un pullback, par la suite, on n'a plus jamais regardé en arrière. Un petit shake-up au courant de l'été. Difficile de vous en parler plus en détail parce que personnellement, j'étais off. Mais ça a quand même été un bon shake-out. On a vu la volatilité se réaliser big time. Ça a été une année où la volatilité a été compressée. Vous m'avez entendu parler de ça très souvent au cours de toutes les weekly prep. La volatilité a tenté de se réaliser là-dessus, mais qu'est-ce qui est arrivé justement? On a compressé et on a ramené ça plus haut. Maintenant, on va revenir un peu plus sur le focus qui nous intéresse maintenant. Je voulais quand même prendre quelques minutes pour parler de l'année en général. Mais si vous avez une chose à retenir cette année, puis je peux pas vous dire combien de fois je vous l'ai dit, c'était même très tannant de ma part, mais à un moment donné, faut dire les vraies choses.
Mais on était extrêmement bullish, élection américaine, et pour un blow-off top de fin d'année. Est-ce que j'ai eu le blow-off top que je m'attendais de voir ou que j'aurais voulu voir? Pas vraiment, dans le sens que la façon qui a été offerte, je peux pas considérer que c'est vraiment un blow-off top et on va en parler tantôt également pour le Outlook sur 2025 parce que ça a un impact évidemment. Mais c'est quand même, là, tu sais, mettons, tu peux pas me dire, hey Matt, Colin, tu parlais d'un blow-off de fin d'année, ça a été fuck all. Ben, je ne suis pas prêt à dire que ça a été fuck all. On parle quand même d'un mouvement comme de 7% sur le SP500 à partir des élections américaines vers la fin de l'année. Donc, c'est quand même à ne pas négliger. Puis si on regarde du côté du Nasdaq, ça a été encore plus violent que ça. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même comme un 10%, 11% en 2 mois et moins. Donc, c'est pas le blow-off que j'aurais voulu voir et c'est ce qui va expliquer le outlook que je vais vous donner sur 2025. Mais ça a quand même été beaucoup, en masse suffisant. Pas sûr que ça se dit, mais je vais le dire quand même. Ça a été suffisant pour profiter de ce momentum-là et faire des gains intéressants sur le upside. Là, vous voyez les lignes qui étaient là, j'ai rien tracé. Là, j'ai réouvert la weekly prep du 20, je pense que c'est le 24 novembre, quelque chose du genre. Regardez le Standard Def que j'avais mentionné ici, qui partait du pullback du mois d'août. Donc, si vous tracez ce Standard Def-là, ça arrive sur le niveau qui a été tagué. Ce n'est pas du hasard, un mouvement d'un Standard Def, c'est quelque chose d'assez commun. J'aurais aimé ça, comme j'ai mentionné, qu'on prenne un peu plus d'expansion sur les highs ici. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un temps des fêtes qui était extrêmement volatile. Honnêtement, j'ai tradé un petit peu, là, je ne vous cacherai pas, là, quelques call qui ont été faits ici et là dans le Discord, mais c'est un price action complètement fou, honnêtement, des moves là, de 200-300 points dans des daily range qui ont été, ça a été sur une base régulière là, depuis comme avant les fêtes, 18 décembre, là, temps des fêtes qui était très très volatile, puis depuis ce temps-là, on est dans une certaine consolidation. Je veux juste attirer votre attention, la dernière fois qu'on s'était parlé, là, c'était dans ce coin-là, vous voyez la zone que je vous ai mentionnée, en fait, ça doit être tout offset, by the way. On va juste le mover, là. Donc voilà, j'ai fait la correction, là. On a eu un rollover du mois de décembre, donc les dessins étaient offset, mais c'est comme ça qui était présenté lors de la dernière prep. Mais j'attire juste votre attention, comme je mentionnais, là, la dernière prep s'est faite dans ce coin-là. Qu'est-ce que je mentionnais? C'était de surveiller ce void-là et le petit gap qui était ici pour amorcer un autre leg. C'est ce qu'on a eu, pullback initialement, close over, et ça a été une très belle run. Honnêtement, cette run-là a été quand même assez jolie et très intéressante. Par la suite, on a eu comme un follow-through là-dessus, et ça leur offert quand même une très belle direction. Évidemment, le temps des fêtes a shaké un petit peu, mais c'est pas vraiment pertinent. Anyway, c'est pas une période qu'on veut vraiment s'exposer. Si on regarde également du côté du dollar US, ça a été un autre facteur vraiment très, très, très important cette année. On en a parlé en long et en large. Les divergences qui nous ont pendu au bout du nez toute l'année, qui se sont formées toute l'année également. Initialement sur le premier move comme up, down et par la suite sur le bigger move qui était amorcé sur les lows ici. Donc on avait quoi, si vous regardez, mettons qu'on le met là, juste pour vous montrer avec NQ peut-être, on pourrait mettre IS, c'est pas vraiment grave, mais juste pour que vous compreniez l'importance de ça, qu'est-ce qui est quand même assez spectaculaire. Si vous regardez en date du 27 septembre qui est ici et 27 septembre qui est là, on a quoi? Dollar up, indice up. Ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. C'est généralement pas très commun de voir ça. On peut le voir sur des longues périodes, généralement sur des plus courtes, mais le voir sur une période de septembre à maintenant, qui est comme 3 mois, 3-4 mois, c'est quand même assez sérieux comme divergence et je ne crois pas qu'on va arrêter. On va en discuter un peu plus en détail tantôt. Mais du côté du dollar US, qu'est-ce qui est à retenir? Rappelez-vous ça ici. Je vous ai mentionné, ce bloc-là devrait nous propulser vers minimum ça, le gap et par la suite swing high à l'intérieur du void. C'est ce qu'on a fait au cours de novembre et décembre. Donc, grosse expansion. Initialement, prend les highs, pullback en 2 étapes, qui est vraiment textbook, honnêtement. On tape les highs, je vous ai mentionné, on va y retourner. Je ne crois pas que ça, c'est suffisant. C'est juste une trap. On a eu besoin de faire un genre de 3 bottom low avant de repay off dans le temps des fêtes vers les targets ultimes. Évidemment, c'est le dollar US rip-off. On devrait voir l'euro fader. C'est ce qu'on avait discuté également ensemble avant qu'on se quitte.
Je vous mentionnais de surveiller le void en monthly, en plus du void en weekly. C'est là-dedans qu'on est allé graviter. Même chose, il n'y a jamais rien qui se fait sur un swing. Donc, on tape first, un certain bounce et on a livré l'objectif qui est ici. On va discuter un peu plus en détail tantôt de la suite, mais je ne crois pas non plus qu'on a trouvé un swing low, qu'on a un bottom là, pour l'instant sur l'euro. Une grosse histoire de 2024 a été les yields. Rappelez-vous combien de fois qu'on en a parlé ensemble. Initialement, on s'est mis, je vais être 100% transparent avec vous autres, je vous ai mentionné pas mal tout le long de l'année que je voyais yields up, malgré qu'on annonçait la hausse des taux d'intérêt. Personnellement, je mentionnais, je serais surpris de voir les yields complètement collapse et donner raison au mouvement de la Fed. Et comme de fait, initialement, on pensait peut-être comme, OK, Matt s'est planté pas mal sur ce read-là. Mais on a vite trouvé support. Ben, vite, c'est peut-être pas le bon mot parce que c'est arrivé au mois de septembre aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsqu'on a annoncé le premier rate cuts de la part de la Fed, donc on le sait, là, 2024 a été un cycle pratiquement stagnant. 2023, beaucoup de rate high. On a monté les taux d'intérêt. 2024, on a stagné jusqu'à temps qu'on coupe. Et rappelez-vous, même début 2024, on parlait déjà, ah, on va couper. Ça a été dealé. Jusqu'au mois d'octobre, où ce qu'on a fait le premier cut, et ça montre quoi? Ça montre littéralement le swing low avant une impulsion qui était massive, mais très massive. Donc, on baisse les taux d'intérêt et les yields montent. Ça, c'est quelque chose qui est également, entre guillemets, dangereux slash pas normal à long terme. Donc, en plus de ça, ça fit avec quelle date? Tantôt, je vous parlais de septembre. Dollar up, indice up, yields up, gold up, VIX up. Donc, c'est quelque chose qui vont être très importants de surveiller en 2025. Encore une fois, on va en parler tantôt. Mais les yields, là, approchent de 5%, drôlement. Écoutez, c'est quand même intéressant là, de voir ça. Maintenant, assez parlé de 2024, on va tourner la page, c'est terminé. Mais avant ça, juste quelques titres que je vous avais donnés là, dans les dernières Weekly Prep avant qu'on se quitte. Rappelez-vous de Tesla, je vous avais mentionné initialement. Mon objectif vers la fin de l'année était 3,14 ici, et quand j'ai vu le breakout massif, j'ai mentionné, écoutez, rendu là, je pense personnellement qu'on va voir des new all-time high. Et guess what? C'est ce qu'on a vu. J'avais même tracé une ligne ici à 500 que je viens de voir, que j'avais oublié. Donc, c'est tout un mouvement. Honnêtement, Tesla, rappelez-vous, ici, je vous ai tanné avec ce trade-là pendant des semaines et des mois. J'aimais Tesla long. Je l'ai pris. Personnellement, je suis sorti dans cette force-là parce que les contrats que j'avais sur les options me forçaient à sortir, si je peux dire ça comme ça, étant donné que le choix de l'expiration n'était peut-être pas le meilleur. On a vu un pullback assez majeur par la suite et je continue à vous dire, j'aime le long, mais on n'a jamais vraiment donné de setup qui était intéressant, autre celui-là, mais que je trouve quand même là, un peu cocky, considérant le big gap up des earnings, pullback qui était pertinent, mais relativement complexe à trader. Donc, sinon, ça a été juste un rocket et on a launché là, big time. Ensuite, on a un titre comme Microsoft que je vous avais mentionné là, vers la fin de l'année que j'aimais beaucoup et quoique le graphique ne le montre pas en ce moment, mais c'est quand même un trade qui était intéressant. On s'est positionné autour du 29 novembre. Quand même un mouvement proche de 10% sur un large cap comme Microsoft là, qui nous a ramené un 120-130% sur les options. Donc ça a été un autre très bon trade. Malheureusement, on n'a pas eu, comme j'ai dit, le blow-off que j'aurais voulu. Donc, le follow-through, c'est pas fait. On avait également quelques small cap qui étaient intéressants. Même chose sur DraftKings, on s'est positionné comme début novembre. Un mouvement de 25% qui était possible. On a pris le target 1, on s'est payé partiellement et on n'a pas été en mesure de holder pour la suite. Toujours valide, mais c'est pas quelque chose que j'aurais voulu voir là, personnellement sur un titre comme DraftKings. Maintenant, si on regarde un peu plus, qu'est-ce qui peut nous attendre pour 2025? Puis encore une fois, je ne vais pas faire un outlook pour l'année complète. Là. Ben, en fait, oui puis non, mais ça ne sert à rien de parler de technique pour l'année. Chose est sûre, c'est qu'il faut comprendre le contexte dans lequel on se trouve en ce moment. Écoutez, l'année passée, on a pompé big time, année électorale. Allez voir historiquement les années électorales côté US. Le rendement du SP500, le rendement du Nasdaq, c'est honnêtement, si tu enlèves les années électorales là, de toutes les moyennes qui sont un peu partout, vous allez faire le saut à quel point que la moyenne de retour par année, qui est autour de 10%, mange une volée. Donc, je ne vous dis pas que ça ne peut pas monter si ce n'est pas une année électorale, mais je vous dis juste que suivant une année électorale,
dans un régime économique qui va avoir du changement, même beaucoup de changements côté US. Je ne veux pas rentrer côté politique, mais je veux dire, tous les risques qui nous pendaient au bout du nez l'année passée. Rappelez-vous, là, pendant le shit show de l'été, c'était presque la fin du monde, là, on s'entend. 2-3 jours de big drop, on a frôlé un limit down sur les indices. Et là, tout était reparti. Les tensions internationales, Middle East qui s'accélérait, Chine-Taïwan revenait dans les conversations. C'est toutes des choses qui revenaient. Mais tous ces risques-là qui étaient là à ce moment-là, ils sont plus, ils n'ont pas disparu aujourd'hui. Quoique même s'il y a quelque chose à faire, je vous dirais ils ont amplifié. Donc c'est vraiment des conditions et un environnement qui est relativement tendu, relativement dangereux, entre guillemets. Je vous dis pas de vivre dans le danger, c'est pas comme ça qu'il faut faire non plus, mais juste quand même être conscient que le marché l'année passée a monté de façon astronomique et que c'est pas comme ça à toutes les années. Donc tu sais, c'est quelque chose qui est récurrent, je veux dire, quand tout le monde, c'est facile, c'est beau, on fait de l'argent, la crypto explose. Si vous n'avez même pas une simple idée à quel point que les gens m'écrivent Hey, la crypto, SCA, hey, je voudrais apprendre à trader. Si vous voulez apprendre à trader parce que ça a monté puis parce que vous voyez qu'il y a une possibilité de faire de l'argent, c'est pas une bonne raison pour apprendre à trader. Désolé de vous péter votre bulle puis de peut-être, vous auriez peut-être bien aimé ça que je vous vende un peu plus de rêve que ça. Mais malheureusement, si c'est votre principale intention, c'est de faire de l'argent, ça ne fonctionnera pas. Évidemment que c'est quelque chose qui est possible lorsqu'on comprend, mais il y a un processus avant d'arriver à dire OK, ben là, moi je veux investir puis je fais de l'argent demain matin. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Donc, c'est un climat qui est quand même assez fragile. Je vous dirais, c'est un marché qui est relativement résilient, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs de risque qui ne sont pas représentés, à mon humble opinion, dans le marché actuellement. Tout est une question de timing également. Ça va m'amener à vous parler de mon prochain sujet, en guillemets, qui est l'OPEX. Donc, l'OPEX de décembre, oui, c'est la dernière de l'année. Oui, c'est une des plus importantes. Mais je dirais que la plus importante de l'année, c'est celle-là de janvier. Donc, le 17 janvier, vendredi prochain, on tourne le coin sur le premier OPEX de l'année, premier OPEX du mois. Mais il faut que vous le voyez comme, tu sais, techniquement, ah, mais il veut rien dire, c'est même pas un quad, c'est pas rien. Non, je suis d'accord, sauf que tous ceux qui sont protégés, les edge, etc., ils vont y aller avec les options de janvier parce qu'ils veulent profiter du mouvement de décembre à janvier, fermer l'année. Donc, c'est une énorme, énorme, énorme OPEX, celle de janvier. Et d'ici là, on le voit déjà. Mais personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose dans le marché, là. On va y arriver tantôt à plus court terme. Je ne m'attends pas à beaucoup de mouvements d'ici vendredi prochain. En plus, on a un férié aujourd'hui, non-farm payroll demain. Oui, ça va bouger, mais je veux dire, je ne vois pas comment on peut avoir confiance en ce qui va arriver d'ici là. Donc, c'est pas mal ça, mon outlook pour l'année 2025 d'un point de vue environnement économique. Je vous demande absolument rien dans le fond, mais je vous suggère d'être quand même relativement prudent donc, qu'est-ce que vous faites, considérant là, toutes les tensions un peu partout? Puis, écoutez, ça, par contre, ça amène beaucoup d'opportunités de trading. On le voit déjà, la volatilité est présente. Donc, c'est quelque chose qui est quand même positif si vous êtes relativement, là, vous faites vos due diligence là-dessus. Donc, je vais maintenant regarder un petit peu plus d'un point de vue graphique, qu'est-ce qu'on peut observer. Puis, honnêtement, je ne veux pas être plate, mais j'ai pas un gros bias actuellement. C'est très difficile pour moi d'aimer quoi que ce soit, considérant que justement, on n'a pas eu ce blow-off top-là de méga clean-up avant de peut-être envisager un début d'année beaucoup, beaucoup plus difficile. Je vous dis pas que ça peut pas arriver, mais vous allez comprendre un peu qu'est-ce que je veux dire. Si on avait eu ce blow-off top-là, OK, puis tu sais, ça, c'est pas un blow-off top. Je veux dire, c'est pas. Je vous dis pas qu'on peut pas avoir topé, il n'y a rien d'impossible. Mais quand on parle d'un blow-off, on veut vraiment là, une dernière montée, ou ce que c'est juste de l'exhaustion, ou ce que c'est vraiment de l'euphorie complète avant de rug pull de façon assez violente et qu'on laisse vraiment tout le monde jammer sur les highs. Ce genre de pullback-là, en ce moment, ça serait très surprenant que ça soit un top qui amène un renversement qui dure, qui perdure dans le temps, un peu comme peut-être 2022. Il n'y a rien d'impossible. Écoutez, on est ouvert à tout. Je vais juste vous dire mon outlook. Si on avait eu un blow-off, j'aurais été vraiment confiant de focuser short side après l'OPEX de janvier. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais pour l'instant, personnellement, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de recliner une autre fois ça. Ça ne veut pas dire que le blow-off top, il ne peut pas arriver là.
comme janvier, février, puis qu'on voit par la suite un retracement. Mais une chose est certaine, c'est que tant que ça, c'est en place, je suis plutôt en mode regarder pour acheter un dip sur la réaction de certains niveaux. Donc ça, c'est mon plan jusqu'à preuve du contraire. Si on regarde justement là, en monthly chart, parce que ça vaut la peine de regarder bigger time frame, vous voyez, le mois de novembre est très, très important. Tant qu'on demeure over, ici j'ai marqué no bueno, là, tant qu'on demeure over le high, en fait le low du mois de novembre, personnellement, je vais traiter n'importe quel pullback comme potentiellement un dip qui peut s'acheter. Ça ne veut pas dire que je vais acheter n'importe quoi non plus, vous comprenez, mais c'est un peu ma mentalité actuellement. Si on regarde la weekly chart maintenant, on voit clairement une zone de liquidité qui est très, très, très majeure autour justement des lows de novembre qui fit également avec réélection US. Rappelez-vous une chose, l'ordre des choses, combien de fois je vous en ai parlé l'année passée, puis ça fait partie intégrante de notre plan de trading, ça va demeurer encore ça cette année. Mais quand l'ordre des choses est très important, on n'a pas parti sur des bases qui étaient solides. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas runner, mais ça veut fortement suggérer qu'on va avoir besoin d'y retourner. Et en ce moment, c'est ce qu'on semble vouloir nous dire d'un point de vue graphique sur la weekly chart. Si on regarde maintenant sur la daily chart, j'ai tracé également le niveau Yearly Open, donc l'ouverture de l'année, c'est quelque chose que vous voulez traîner peut-être une couple de semaines, une couple de mois, voir un peu quel côté que l'année veut ouvrir, puis comment on veut se diriger vers un close sur les monthly close, etc. autour du Yearly Open. C'est un niveau qui est quand même assez important. Comme j'ai mentionné début janvier, et peut-être même plus, ça se pourrait qu'on voit une consolidation assez majeure, mais on va observer certains niveaux. Pour l'instant, à court terme, là, vraiment, j'aime le support que ce petit gap-là offre ici, 1, 2. J'aurais aimé ça cette semaine. J'avais fait une weekly prep juste pour les membres Discord. Là. Mon target a été frappé, c'était ce void-là. Il a été frappé dès lundi. Pour avoir confiance là, il aurait fallu qu'on flippe ça et qu'on run ces highs-là. Mon focus actuellement sur l'upside est vers ces highs-là. Je ne dis pas que je vais acheter là et vendre là automatiquement. Là. On s'entend, on day trade dans cette volatilité-là. Mais tant que ça c'est en place, je demeure confiant qu'on va avoir besoin d'y aller. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller straight up. On pourrait très bien aller liquider ces lots-là, peut-être même puncher à l'intérieur de tout ça. Si c'est le cas, personnellement, ça va me faire un très grand plaisir de shorter ça. Ça, c'est A+++++++. Rappelez-vous, là, si vous reculez dans le temps, c'était quelque chose que j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus. Finalement, on ne l'a jamais pris avant de quitter, qu'est-ce qui m'a mis un peu upset parce que j'aurais voulu me positionner là-dedans. On ne l'a pas fait. Maintenant, si on y va, après avoir fait cette structure-là, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Et la façon qu'on va réagir là-dedans et là-dedans va dicter une bonne partie de la suite de l'année, à mon humble avis. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si jamais on se met à puncher là-dedans avec violence et qu'on crée, exemple, un void en dessous de ce lot-là, ben, et que, mettons, on le retest et qu'il hold, ça serait vraiment là, un gros statement qu'on veut aller balancer toute cette zone de price action-là et probablement aller attaquer ce swing low-là. Qu'est-ce qui implique quoi? Qu'est-ce qui implique qu'on se ramasse dans des niveaux quand même assez critiques et qu'est-ce qui implique également que ce serait un début d'année un petit peu plus difficile. On parle quand même de 7 à 8% de downside. Ça serait par la suite la dernière ligne de défense avant de voir peut-être quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je n'anticipe pas ça sur un move down first. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si jamais là, on se ramasse là-dedans, je m'attends à ce qu'on trouve un certain support, personnellement. Par contre, si jamais on blow off les highs, comme sur une période de peut-être, je sais pas, un mois ou deux, parce que c'est ça mon focus, que ce soit comme, OK, on prend cette liquidité-là et on reverse, ça serait le meilleur scénario. Parce que là, on aurait un bias bullish solide vers les highs. Et par la suite, ben, ça va dépendre. Ça ne sert à rien de faire un outlook là-dessus. Mais l'ordre des choses va être vraiment très importante ici. À mon avis, si on va down first, je pense que ça va juste être une prise de liquidité, janvier plus négatif, avant de revoir une run vers ce top-là. Si jamais mettons que le non-farm payroll de demain amorce un gros boom et que peut-être, vous voyez le void que j'ai tracé ici, si ça, on flippe, qu'on blow complètement celui-là, ben là, on parle d'un new all-time high qui est imminent et ça nous amène où? Peut-être autour de l'OPEX de janvier. Et là, je serais excessivement prudent. C'est la même chose cette année. De janvier à mars, vous voulez noter sur votre calendrier les vendredis OPEX et les 2 semaines suivantes.
ces moments-là, vous voulez voir le marché ne pas mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pullback, c'est pas grave, mais tu veux pas te ramasser, exemple, disons qu'on parle pour parler, là, puis on va effacer une coupe de ligne, ça devient mêlant, puis oui, c'est long, je le sais, ça fait déjà 25 minutes, mais vous n'êtes pas, vous êtes pas obligé hein, d'écouter ça. Mais qu'est-ce que je vous mentionne? Si jamais, exemple, là, on arrive mercredi prochain. Pourquoi mercredi? Parce qu'une semaine OPEX, ça commence le mercredi. Mais disons que mercredi prochain, on est là-dedans, OK? Puis que jeudi, vendredi ou mercredi, peu importe, milieu de semaine prochaine, on blow ça complètement. On ouvre lundi avec un minimum de force et on follow through post-OPEX. Puis je ne sais pas si j'ai dit la semaine mercredi, la semaine prochaine, mais le vendredi de l'OPEX. Mais tout ça pour vous dire que si dans cette fenêtre de faiblesse-là, on est déjà en difficulté, je serais très, 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 très prudent. À l'inverse, si on est relativement strong ou qu'il ne se passe pas grand-chose, ben, ne pas voir de la faiblesse dans un moment où ce qu'on pourrait en voir, c'est pas vraiment une fenêtre de faiblesse, c'est plutôt une fenêtre de non-force. Mais justement, si vous voyez un certain support ou une certaine force dans un moment où ce qu'il ne devrait pas en avoir, ben, c'est un signe que c'est relativement strong. Donc, ça va être très intéressant de voir le positionnement sur la rotation de 2025. Puis les gens pensent, OK, c'est le 1er janvier, nouvelle année, tout change. Non, c'est plutôt une question d'OPEX, encore une fois. Donc, le 17 janvier, c'est l'OPEX que vous voulez entourer sur votre calendrier et entourer celui-là de février, celui-là de mars, et on va avoir un peu la même mentalité que l'année passée. Par contre, une chose est pas mal certaine, là, ce lot-là devrait pas rester en place toute l'année 2025. Je dis ça comme ça, là. Ça ne veut absolument rien dire, mais je serais extrêmement surpris que ça reste en place durant toute l'année. Voilà. Du côté du Nasdaq, j'ai fait pas mal toute l'analyse sur le SP500, mais c'est exactement la même chose, slash un peu plus dangereux, évidemment, vous comprendrez. Là. Je viens tracer ce niveau-là ici. Mais c'est un peu la même chose que sur le SP500. J'attire votre attention sur les highs du Nasdaq. Je vous ai mentionné que sur le SP500, je ne voyais pas comment on pouvait avoir topé littéralement et, exemple, amorcer un bear market avec les highs que j'ai vus sur le SP500. Par contre, avec les highs sur Nasdaq, ça serait une possibilité. Si, mettons, je regarde juste Nasdaq, là, puis que ça se met à devenir laid, j'aurais pas de misère à y faire confiance. Pourquoi? Parce que ça, c'est un petit peu plus représentatif d'un blow-off, si on peut dire, versus le SP500, que c'est juste un genre de bull flag qui a fadé. Donc ça, c'est quelque chose, ce genre de high que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on pourrait voir, parce que je continue quand même à penser qu'on va voir un higher high sur le SP500, c'est une divergence se former. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, bon, high, lower high, OK, on tente d'aller plus haut, on voit ce genre de trendline break-là que tout le monde achète sur Nasdaq. Trendline pattern break. Oh yes, sir, on achète la trendline. Et on va fader par la suite, alors que le SP500, lui, pourrait littéralement aller faire un higher high, un new all-time high. Vous comprenez? Donc, une divergence qui pourrait se former. Là, écoutez, on spécule. Je vous donne juste un outlook que personnellement, je vois. En cas de leg up sur le SP500, et qu'éventuellement on reverse, mais j'aurais pas besoin de voir ce higher high-là sur Nasdaq. Lui, il me convient personnellement. Donc, sinon, le reste, là, ça reste la même chose. Vous allez surveiller le Yearly Open, l'Open de l'année. C'est quelque chose que vous voulez regarder. Sinon, ce double bottom-là est très intéressant. C'est un target en ce moment à très court terme qui est peut-être même en fait, pas juste peut-être même, mais un très très beau target pour demain, qui est un non-farm payroll. Je ne serais pas surpris qu'on drive ces lots-là. Encore une fois, gardez en tête les OPEX, l'OPEX de janvier, comment on travaille post-OPEX. Je le répète, tous les risques, etc., ça demeure quelque chose de très très majeur dans le marché actuellement, qui est présent. Je le répète, il ne faut pas non plus vivre avec l'espoir ou la peur d'un crash avec un cas ou d'un Black Swan event. Parce que si vous avez fait ça l'année passée, vous êtes fait rincer. Mais tu sais, le but, c'est pas d'essayer de jouer au super-héros. Puis, by the way, j'attire votre attention sur ce swing low-là ici. Ben, en fait, c'est pas un swing low, mais sur le low du mois de novembre. J'ai pas de problème à ce qu'on le wick ou qu'on y aille. Mais je voudrais pas un monthly close en dessous de ça serait catastrophique ou très dangereux, disons-le comme ça. Donc, vous voulez voir, j'ai pas de problème, je le répète, j'ai pas de problème à ce qu'on passe du temps là. On pourrait très bien aller chercher le lot de l'élection ici et réagir ensuite. Mais si tu vois de l'expansion en dessous de ce lot-là, je commencerai à être excessivement prudent pour ne pas aller attaquer les lots de juillet à août, qui sont un petit peu trop clean là, à mon goût. Donc, ça ressemble à ça pour les indices. Écoutez, je sais, j'ai parlé beaucoup, peut-être que j'en ai perdu quelques-uns, mais
gardez en tête également ce petit void-là, si on le reclaim cette semaine, début de semaine prochaine, pour aller rechercher ça. Et je ne crois pas que ça donne une autre rejection. Peut-être un pullback, mais je m'attendrais plutôt à voir quelque chose du genre avant de repay off. Voilà pour ça. Nasdaq, vraiment, c'est de la belle volatilité. En ce moment, il n'y a pas de meilleur moment. Puis, c'est tout le temps comme quand c'est super beau, tout le monde veut l'embarquer. Quand ça baisse un peu, le monde sont plus sur le garde. En ce moment, puis même, je vous dirais, 2025, là, ça reste juste un changement d'année, by the way. Si vous ne changez rien, il n'y a rien qui va changer. Ce n'est pas parce qu'il y a un chiffre qui change dans l'année que vous allez commencer automatiquement à être rentable, puis que vous allez prendre des bons trades, puis que vous allez devenir discipliné par magie. Vous devez prendre des actions, vous devez faire ce qu'il y a à faire. Si ça vous intéresse, on est là pour vous accompagner au quotidien en live. Donc, voilà. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un chiffre. Hein? 2025, par contre, il y a une belle volatilité qui est à prévoir, considérant tout ce qui se passe un peu côté international, côté politique, côté US. Donc, ça risque de brasser, ça risque d'être très, très plaisant de transiger dans cette année-là. Si on regarde un peu du côté du dollar US, écoutez, c'est un facteur qui est vraiment majeur actuellement. Là. On parle d'un fake monthly breakout ici, rappelez-vous, on en a parlé. Et ça, on parle d'un vrai breakout qui est très, très, très massif et qui est en train de vraiment confirmer plusieurs choses. Donc, on est en train de balancer le void en monthly de 2022, de novembre 2022. Et sur la weekly chart, on est en train de closer l'imbalance ici qui date également de novembre 2022. Je le vois personnellement aller minimum closer ça et fort probablement aller attaquer le high. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller straight line. Là. Je pense que ça peut se faire en deux étapes, là, quelque chose peut-être de plus long avant d'y aller. Mais encore une fois, le dollar US est étroitement, même très très étroitement, même directement relié aux fondamentaux, aux fondamentales, à l'économie. Donc, encore une fois, tout ce qui se passe du point de vue international a un impact qui est assez majeur sur le dollar, qui lui impacte par la suite les indices, etc. Donc, surveillez ça. C'est sûr que je ne serais pas surpris de voir un certain retracement, peut-être soit avant le breakout. J'aimerais mieux ça. Ça, c'est pas quelque chose qui est sain. On devrait avoir besoin de se référer à un moment ou à un autre dans cette zone-là avant d'attaquer ça. À l'inverse, si on continue à spiker up, ça ouvre la porte à quelque chose d'un petit peu moins sain et quelque chose d'un petit peu plus dangereux. C'est comme dans n'importe quoi, quand je parle de blow-off, quand je parle de violence ou d'agressivité, ça ne veut pas dire que c'est très sain. Une trend qui serait saine ici là, devrait avoir besoin de retracer avant d'aller chercher quelque chose de sérieux. Si jamais on se met à blow-off là-dedans, on serait quand même prudent pour la suite des choses. L'euro, ben écoutez, on ne passera pas beaucoup de temps, j'en ai déjà parlé pas mal, mais je le vois, évidemment, si je vois le dollar US aller plus haut, je vois l'euro aller plus bas. Le void en daily ici serait mon prochain focus là, à court/moyen terme. Donc, on a encore comme un 2% de downside. Et le chiffre 1 est vraiment quand même assez majeur, / très, très critique. Là. Les dernières fois, c'est autour de 2022, dans le bear market, qu'on avait vu l'euro aussi bas. Écoutez, si vous partez en voyage, là, c'est pas trop plaisant en ce moment de changer du canadien pour du US, on va se le dire. C'est pas, pas très avantageux, ça devient quand même assez dangereux, mais ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres? J'avais également les autres indices. Le Dow. Qu'est-ce qu'on avait parlé avec le Dow? J'aurais aimé ça le voir blower off. Je parlais peut-être d'une rotation. On a eu quand même, tu sais, je veux dire, on n'a peut-être pas eu le punch qu'on aurait voulu. Tu sais, vous voyez là, un leg, deux legs. J'aurais voulu le troisième là, qui soit comme quelque chose du genre. Là. Ça, là, ça aurait été vraiment beau. On en a eu juste deux finalement. On est sur un support assez intéressant. Ça m'amène, en regardant le Dow, ça m'amène un peu plus à me donner confiance dans le scénario où on pourrait avoir un certain punch avant de réagir. Vous voyez le genre de bear flag que tout le monde voit en ce moment. Ils sont là, OK, on va shorter le breakout, on va donner un peu de shakeout et boom. J'aimerais ça. Ça, c'est une slide qui est familiale. Une slide qui trappe personne, disons-le comme ça. Et normalement, des tops ne se forment pas sur quelque chose qui est aussi simple que ça. Ou ce que si tu short là-dedans, si tu short là-dedans, stop, tu descends ton stop, tu suis les chandelles, OK? Stop, trail, stop, trail, stop, trail, 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 trail. OK, t'es sorti là, mettons. Ou bien si tu le laisses là, tu sais, t'es pas encore sorti. Ça, je veux dire. Dans le sens que c'est trop facile pour les shorts en ce moment. Même si on va pas jusqu'au high, on va avoir besoin des punchés si on va avoir confiance d'un mouvement
down plus sérieux. Mais comme je viens de vous dire, je pense personnellement qu'on va trapper le downside avant le repayoff. Ça, c'est mon opinion. On verra, on va s'adapter anyway. Écoutez, ça fait 2 mois ou presque que je suis très limité devant les charts. Donc, vous avez le droit de dire que je dis n'importe quoi. Anyway, on est là pour discuter. Le Russell, lui, est un autre facteur. C'est-tu pas beau? Oui, c'est-tu pas beau, mais c'est-tu dégueulasse un peu le Russell depuis littéralement 3-4 ans? On va littéralement nulle part. On est dans un range up-down. À chaque fois qu'il semble vouloir gagner du momentum, il se fait fader complètement. Même chose, slide complètement familial là-dedans. Lower high, lower high, lower high. OK, on a décroché. Higher low, higher low, higher low. On devrait péter ça avant de donner un pop. Du moins, c'est ce que personnellement je vais observer là-dessus. Un petit mot sur le gold. Je vais essayer de l'inclure un petit peu plus dans mes analyses au cours des prochaines semaines. Je le trade à l'occasion quand les setups sont vraiment A+. Mais en ce moment, on n'est pas dans une situation de setup A+. On est dans un méga range de quelques mois. Depuis octobre, là, je dirais que j'exagère parce que techniquement, cette run-là était belle. Mais si tu prends Bigger Pictures, il faut que tu inclues ce début de range-là qui est comme septembre. Et plus particulièrement, comme dans le temps des fêtes, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur Gold actuellement. Deux choses que je vais surveiller. Cette zone-là, personnellement, je m'attends à ce qu'elle donne une certaine réponse. Donc, je m'attends à ce qu'on ait potentiellement un short setup qui se dessine là-dedans. Et c'est là que ça va se décider. Est-ce que ce short setup-là nous donne un décrochage qui vient attaquer ce swing low-là ou donne une opportunité peut-être de long par la suite? Ça va vraiment être ça qui va avoir mon attention. Personnellement, là, au cours des prochains jours, prochaines semaines, je surveillerai la réaction à l'intérieur de ce void-là, de ce gap-là et de ce bloc-là. Voir si on peut avoir une certaine réaction. Je crois que oui, mais ça pourrait, tu sais, je veux dire, holdez pas ça jusque-là. Là. Je regarderais voir peut-être un scalp short et garder des runners pour quelque chose de plus sérieux, quitte à AD si vous voyez un setup qui est intéressant qui se met en place plus bas. Donc ça, c'est ce que je regarderais là du côté du gold. Les yields maintenant, on en a parlé tantôt, mais je veux revenir un petit peu là-dessus. Écoutez, il faut les garder à l'œil. Je m'attends personnellement de voir ça. Vous voyez ce top-là? Je sais là, que ça l'a pris littéralement comme 2 ans avant potentiellement qu'on y retourne. On n'est pas encore là. Mais c'est pas une façon de quitter un high. Du moins, quand on revient, c'est un méchant beau target. Là. Personnellement, je pense qu'on va voir les yields continuer à monter. Je vais vous faire un petit peu de fondamentaux de personnellement. Rappelez-vous, en 2024, je vous ai mentionné l'inflation. Oui, va revenir sur les estimations, mais je ne crois pas qu'on va reprendre de plein contrôle. On m'a peut-être fait un petit peu mentir là-dessus. Je trouve que ça l'a revenu peut-être un petit peu plus intéressant ou un petit peu plus on point que j'aurais anticipé personnellement. Mais j'ai quand même un petit sourire en coin en vous disant qu'il a quand même fallu qu'on change le calcul pour arriver à nos fins. Donc ça, je laisse ça là-dessus. Mais personnellement, là, je ne crois pas au cycle de rate Scott qui est en place à long terme, dans le sens que je pense que très tôt en 2025, on va se rendre compte qu'on ne peut pas couper autant qu'on voudrait lorsqu'on regarde les réactions que ça donne sur le marché des emplois et sur l'inflation. Dans un nouveau gouvernement qui va vouloir stimuler l'économie, évidemment, ça vient avec. Donc, qui dit stimuler, dit stimulus, dit inflation, dit etc. Donc, c'est un environnement qui fait partie un peu des explications que je vous donne pour un début d'année où je serai excessivement prudent, où ce que je vais focuser principalement sur le day trading, un petit peu de swing. Je vais mettre un peu sur pause plusieurs autres choses, mais ça, c'est simplement mon opinion personnelle, encore une fois. Donc, surveillez les yields là, qui vont jouer quand même un facteur assez majeur là-dedans. Si on revient avec le VIX en terminant, VIX up, indice up, c'est quelque chose que je vous ai répété souvent vers la fin de l'année, vers un blow-off top. Pourquoi on n'a pas vu le VIX prendre l'expansion? On l'a quand même vu faire des higher low. Vous voyez, VIX up, indice up, on a vu ça. Mais on n'a pas vu le pop sur le VIX que je vous mentionnais pendant longtemps, VIX up, indice up, vol up. On ne l'a pas vu. Pas que j'étais complètement dans le champ, mais on n'a pas vu le blow-off non plus. Donc, si tu n'as pas ton blow-off sur les indices, c'est sûr que ta volatilité ne va pas pick up. Par contre, elle a pick up quand même assez rapidement avec juste un pullback. Le VIX est quand même compressé, le VIX est très dangereux et ce genre de pattern-là, c'est tellement dangereux comme on a vu ici. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je vous dis juste que la volatilité éventuellement va se réaliser, que ce soit causé par un événement, par un non-event ou par
Simplement, un point de vue technique, je m'attends à voir une année 2025 extrêmement volatile. Et la volatilité, ça ne se représente pas juste par le VIX, by the way, mais ça donne quand même un petit indicateur. Et c'est quelque chose qui tout le monde connaît, c'est un langage qui est simple. Évidemment, on parle un peu plus deep que ça lorsqu'on veut parler de la volatilité en tant que telle, mais ça donne quand même une indication, disons-le comme ça. Mais c'est pas parce que le VIX est en dessous de 20 que la volatilité est représentée par un VIX en dessous de 20. À ce moment-là, c'est complètement fou la volatilité qu'on retrouve sur les indices. Donc, je crois que j'oublie rien. Il y avait quelques stocks que je voulais parler, mais là, ça fait déjà 40 minutes. On gardera ça pour la weekly prep dimanche. Risque d'être un peu plus courte, étant donné que je vous en ai fait une bonne aujourd'hui. J'ai posté plus de 22 titres aujourd'hui dans le Discord pour les membres Discord. Donc, pour du swing, je vous invite à venir nous rejoindre 26$ par mois pour des lives tous les jours, des préparations, des recaps, des listes de swing, des alertes. Anyway, c'est un no-brainer à mon humble opinion. Mais je vous laisse sur un petit titre qui m'intéresse beaucoup, CTRA. Vous voyez, j'ai aucune analyse parce que c'est pas sur ce template-là. Mais j'aime beaucoup le potentiel range break vers le gap qui est ici sur la weekly chart. Faites-en ce que vous voulez. C'est un setup qui est intéressant quand même à court terme, vers le chiffre 30, 32, qui pourrait arriver très très rapidement. Je vous laisse là-dessus. Ça a été un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je commence à retrouver mon momentum, mon énergie, mon beat. Écoutez, là, depuis fin novembre que je suis off, on-off, quelques jours. Ça change un petit peu là, la routine. Puis, tu sais, quand on décroche pendant une longue période de temps, c'est dur de retrouver le momentum, de retrouver le rythme. Plus ça va, puis là, tu vas me dire, ça fait 4 jours, oui, mais ça commence à revenir. Et j'ai très, très, très hâte de vous accompagner en 2025 vers votre trading, j'espère, vers vos objectifs. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Salut tout le monde.